Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto et qui est sponsorisée aujourd'hui par Binance. Cette semaine, la chute du prix du Bitcoin a continué avec notamment ce jeudi une baisse de 73 000 $ à moins de 63 000. En termes de pourcentage, c'était la plus grosse chute journalière subie par le Bitcoin depuis novembre 2022. Et à l'époque, le prix était un peu plus bas. Quant aux pertes réalisées, d'après CoinGlass, elles touchent les 6 milliards de dollars et elles dépassent donc les pertes réalisées à l'époque du crash de Terra Luna. Même si, il faut le dire, entre-temps, il y a eu un peu d'inflation. Beaucoup de spéculateurs ont été liquidés et beaucoup d'investisseurs ont peur, même si ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, le PDG actuel de Strategy en a profité pour rappeler que sa société n'aurait aucun problème à moins que le Bitcoin descende à 8 000 $ et y reste pendant 5 ans. Quant à Bitmain, ils ont acheté 20 000 Ethers de plus il y a quelques heures. Mais tout le monde n'est pas si serein, les questions se multiplient sur les réseaux sociaux. Notamment, on se demande pourquoi est-ce qu'une telle chute a eu lieu alors qu'il n'y a pas eu d'événement particulièrement marquant ce jour-là comme c'était le cas en 2021. J'ai pu lire un certain nombre de théories plus ou moins crédibles sur le sujet en commençant par des rumeurs de plateformes d'échange qui seraient insolvables. Et sans surprise, Binance faisait tout naturellement l'objet de la plupart de ces rumeurs en tant que numéro 1 du secteur. Mais ça ne paraît pas très crédible étant donné entre autres choses qu'ils ont continué de convertir leur fonds Seifu en Bitcoin avec un achat de 1315 Bitcoin littéralement le jour avant le crash. Et au passage, j'en profite pour rappeler que si vous avez besoin de trader de la crypto, vous trouverez en description un lien d'affiliation vers Binance vous permettant de bénéficier d'une réduction à vie de 10% sur les frais de trading et de plein d'autres bonus à l'inscription. Alors n'hésitez pas à cliquer dessus si vous avez besoin de créer un compte chez eux. En tout cas, pour en revenir à ce crash, la véritable raison ne semble pas être l'effondrement d'une plateforme d'échange, elle se trouve probablement ailleurs. Et l'indice principal se trouve dans les statistiques concernant l'ETF Bitcoin de BlackRock. Le 5 février, plus de 284 millions de parts ont été échangées autour de 36 $ la part, ce qui nous donne plus de 10,7 milliards de dollars d'échangés en une seule journée. Un record pour cet ETF qui a été établi alors que les liquidations sur les plateformes d'échange crypto, bien que relativement importantes, étaient très loin de battre le record du 10 octobre. Tout ceci indique que le patient zéro semble être un investisseur institutionnel détenant beaucoup de parts d'ETF qui les a vendus. Et je ne suis pas le seul à le penser. Par exemple, d'après les analystes de chez TKL, le marché crypto manque énormément de liquidités en général depuis le crash du 10 octobre. Et dans ce contexte, la vente d'une somme importante par un gros poisson apeuré peut tout à fait expliquer une chute comme celle qu'on vient de voir. On ne peut pas être totalement certain de qui a été liquidé en premier, mais une chose au moins paraît crédible, c'est que ce crash est une conséquence indirecte de l'entrée des institutionnels dans la crypto à travers les ETF. Quand on cumule ça avec un manque de liquidité et un levier généralement trop élevé sur le marché qui favorise les cascades de liquidation, on obtient un crash. D'ailleurs, coïncidence amusante, 3 jours avant le crash, les analystes de chez Bernstein ont publié une note indiquant que le Bitcoin devrait toucher le fond autour des 60 000 $ et que ça marquerait le début d'un nouveau cycle haussier. Et la bougie de vendredi s'est arrêtée tout juste en dessous de 60 000 avant de repartir à la hausse. Est-ce qu'ils ont tiré droit dans le mille ou est-ce que ça va continuer de chuter encore un peu? On ne pourra le savoir que dans quelques temps. En tout cas, Matt Hogan de Bitwise, qui a publié cet article au même moment, semble généralement du même avis. Pour lui, on vient de traverser un hiver crypto qui dure depuis janvier 2025 et on est plus proche de la fin que du début. Quoi qu'il en soit, pour en finir avec les questions de prix, j'aimerais qu'on regarde maintenant une petite séquence de notre gouverneur de la Banque de France préféré sur BFM TV, où les verbes ne sont pas toujours conjugués et le Bitcoin est occasionnellement prononcé Bitcoint. Par contre, du côté du Bitcoin, alors ce matin, on est face à une débandade totale. On a touché les 60 000 $ cette nuit. Est-ce que ça vous inquiète? Sur le Bitcoin, nous avons toujours dit que c'était un actif très volatile et très risqué. On peut investir en Bitcoin, mais on le fait à ses risques et périls. Effectivement, ce qui est en train de se passer montre que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Souvenez-vous de tous ceux qui nous expliquaient que c'était la monnaie de demain, parce que la monnaie allait être complètement décentralisée, privatisée, libertaire. Je n'ai jamais cru ces discours, ils sont en train d'exploser. Ceux qui nous disaient que le Bitcoin c'était un placement sûr, où on avait à la fois des rendements élevés et pas de risque, ça n'existe pas ça en matière financière. Alors Closier, j'en profite pour redire, si un jour un conseiller financier vous dit j'ai un produit formidable pour vous qui rapporte beaucoup et qui a zéro risque, ça n'existe pas. Fuyez. Ce conseiller financier est soit un incompétent, soit un escroc. Donc sur le Bitcoin, les risques sont en train de se matérialiser. Aujourd'hui, ce cher François a non seulement atteint le grade de grand maître de l'enfonçage de porte ouverte, mais il a aussi prononcé une phrase qui permet de mieux comprendre sa vision de la crypto. Pour lui, le Bitcoin serait une monnaie privatisée, et c'est là un choix de mots particulièrement intéressant. Ça me rappelle cette pratique remontant au siècle précédent des sociétés qui frappaient leur propre monnaie pour payer leurs employés. La monnaie en question, qualifiée de scrip, n'était utilisable que dans les magasins appartenant à la société, ce qui faisait de leurs employés plus ou moins des esclaves.
Cette pratique n'a jamais vraiment eu cours en France, par contre aux États-Unis, elle n'a été totalement interdite qu'en 1967. Je ne pense pas que notre ami le gouverneur avait ça en tête quand il a qualifié le Bitcoin de monnaie privatisée, mais c'est une réalité associée à ce concept que je tenais à rappeler. Parce que le Bitcoin, c'est l'opposé du scrip. Par définition, c'est une arme contre l'esclavage et il est tout sauf privatisé. Il n'est contrôlé par aucune entité centralisée, personne ne peut en imprimer à volonté, et il n'appartient à personne si ce n'est l'humanité tout entière. Alors évidemment, certaines personnes sont mieux placées que d'autres pour tenter d'influencer son évolution, comme Blockstream, mais tenter d'influencer et contrôler, ça n'est pas vraiment la même chose. Et en passant, si le Bitcoin n'est pas du tout une monnaie privée, on est par contre bien obligé d'admettre que c'est le cas de l'USDT par exemple. C'est juste un peu hors sujet puisque la question de la journaliste concerne exclusivement le Bitcoin. Et donc pour l'ami François qui n'a pas bien compris ce qu'est le Bitcoin, la baisse de son prix prouverait que les soi-disant discours vantant la décentralisation du Bitcoin et ses qualités libertaires sont en train d'exploser. Sauf erreur de ma part, la baisse du prix ne permet pas aux acteurs malveillants de censurer des transactions sur le réseau Bitcoin ou de s'en attribuer le contrôle exclusif, ne serait-ce que pour une seconde. Donc là encore, il n'a rien compris et je ne sais pas s'il fait exprès ou s'il en est incapable. Alors je vais me contenter d'attendre sa prochaine intervention rocambolesque et passer au sujet suivant, celui de la dernière déclaration d'une porte-parole de la police nationale. Agathe Foucault, commissaire de police, est passée à la radio mercredi pour nous laisser le message suivant. En matière de cryptoactifs, la discrétion est une protection. Et effectivement, ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'exposer ses gains, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou éviter de faire des captures d'écran de ses portefeuilles, parce que cela va susciter la convoitise, en particulier des criminels. D'un côté, elle a raison, tout cela relève du bon sens. Mais de l'autre, j'ai quand même du mal à ne pas y voir un aveu d'impuissance de la police doublé d'une culpabilisation des victimes, qui, pour beaucoup, n'ont même pas eu de comportement ostentatoire et ont quand même fini attaqués à cause de fuites de données comme celle ayant eu lieu récemment chez Waltio. En vérité, si vous voulez éviter d'être attaqué, le meilleur moyen reste probablement de quitter la France. Alors direction les États-Unis maintenant avec le dernier scandale concernant Donald Trump. D'après cette révélation récente par le Wall Street Journal, un cheikh émirati aurait discrètement acheté 49% de World Liberty Financial pour 500 millions de dollars quelques jours avant l'investiture de Donald Trump. Ce dernier a ainsi pu ajouter 187 millions de dollars à sa fortune personnelle en échange d'une autorisation d'exportation de puces électroniques conçues pour l'IA. Et comme l'exportation des puces en question a déjà commencé, il semblerait que Tahnoun bin Zayed ne soit pas un chèque en bois. Mais comme cette affaire est encore assez floue, nous allons nous pencher pour l'instant sur le dernier sujet de la semaine. Il y a quelques jours, Vitalik Buterin, créateur d'Ethereum, a publié un long message fustigeant les réseaux de deuxième couche Ethereum qu'il juge désormais essentiellement inutiles au vu de ce qu'ils apportent. D'après lui, les L2 sont toujours trop centralisés et la première couche s'améliore de plus en plus avec des frais de gaz très faibles actuellement, ce qui veut dire que la vision originelle des L2 et de leur rôle sur Ethereum n'a plus de sens. Et il finit par conclure que pour être vraiment utile, les L2 feraient mieux de commencer à offrir des services qui n'existent pas sur Ethereum au lieu de se contenter d'être un peu plus rapides et beaucoup plus centralisés. Pendant des années, l'équipe Ethereum a vanté les mérites des L2 comme solution du futur pour améliorer l'extensibilité d'Ethereum en conjonction avec le sharding ou fragmentation en français. Et puis, ils ont supprimé la fragmentation de la feuille de route Ethereum, c'est trop compliqué. Mais ils ont continué à faire la pub des roll-ups. Le 3 décembre 2025, il y a à peine plus de 2 mois, ils expliquaient comment Fusaka améliorerait la sécurité d'Ethereum et la capacité des roll-ups. Alors que depuis le début, n'importe qui avec un peu de jugeote pouvait voir que les L2 n'étaient qu'un pansement sur une jambe de bois. Je le disais déjà à l'époque où Matic Network, désormais Polygon, était considéré par certains comme une solution de mise à l'échelle valide. Mais non, c'est juste une autre chaîne avec des garanties de sécurité différentes, une décentralisation différente, etc. Et comme il le souligne ici, en plus, tous les gros roll-ups sont encore trop centralisés en 2026 et n'ont pas atteint leurs objectifs. Et ce qui me fait doucement rire, c'est surtout cette deuxième phrase-là. Les frais sont très faibles. En effet, oui. Est-ce qu'ils resteraient très faibles si la moitié des transactions des roll-ups étaient ramenées sur Ethereum ? Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Et si en plus on devait ramener sur Ethereum un quart des transactions effectuées sur Solana, la situation serait encore pire. Et d'ailleurs, il parle de frais et de limites de gaz mais pas de finalité, ce qui est aussi assez amusant. Sur les réseaux issus de l'écosystème Cosmos par exemple, qui date quand même d'il y a quelques temps, la finalité est instantanée, alors que sur Ethereum ça prend encore une quinzaine de minutes en 2026 parce qu'ils n'ont toujours pas prévu de faire le moindre travail là-dessus. Et même si c'était en place, la finalité prendrait quand même autant de temps qu'il faut à un bloc pour être publié. Et là encore, Ethereum est à la ramasse par rapport à littéralement tous ses concurrents un peu plus modernes qui n'ont pas besoin d'attendre 15 secondes pour publier un bloc. Je sais pas vous, mais je trouve tout ça un peu fort de café.
Non seulement il se met subitement à critiquer le pansement sur une jambe de bois qui a permis à Ethereum de prétendre être capable d'héberger le futur de la finance mondiale, mais en plus, il semble également persuadé qu'Ethereum est désormais capable de gagner la course tout seul comme un grand, alors que ses concurrents se déplacent déjà en Formule 1. En tout cas, c'était la fin des actus de la semaine, alors je vous souhaite une bonne fin de week-end et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. À bientôt!